Dans les couloirs stériles du secteur des technologies agricoles de 400 milliards de dollars, le silence est l'ennemi. Ils ont besoin que vous entendiez le bourdonnement des pompes, le bip des capteurs et le ronronnement des ventilateurs de refroidissement. Ils ont besoin que vous croyiez que maintenir une plante en vie est un problème de données complexes, nécessitant l'informatique en nuage, des logiciels propriétaires et une obsolescence programmée. Mais il y a une anomalie dans leur matrice, une anomalie hydrostatique qui menace l'intégralité de leur modèle de revenus. Elle est assise dans un coin poussiéreux d'une serre oubliée, défiant la logique même du capitalisme moderne. C'est un simple brin de coton effiloché, alors que les systèmes d'irrigation modernes affichent une grande efficacité uniquement lorsqu'ils sont parfaitement calibrés par des techniciens coûteux. Cet artefact primitif atteint une constance d'hydratation de 100%, avec zéro électricité, zéro pièce mobile et zéro coût d'entretien. Il ne se soucie pas des pannes Wi-Fi ou des mises à jour de micro-logiciels. Il ignore les pannes de courant. Il fonctionne sur une loi physique si fondamentale qu'elle est antérieure à l'invention de la roue. Pourtant, elle a été systématiquement effacée de la conscience des consommateurs. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas breveter la gravité. Vous ne pouvez pas facturer un abonnement mensuel pour l'action capillaire. Ce n'est pas simplement une astuce de jardinage. C'est une scène de crime de la physique perdue. Nous sommes sur le point de rouvrir le dossier du moteur le plus élégant et le plus étouffé de l'histoire. Un appareil qui prouve que la nature n'a pas besoin d'une puce électronique pour boire. Elle a juste besoin d'un pont. Nous ne découvrons pas de nouvelles sciences ici. Nous exhumons un corps de connaissances qui a été enterré vivant. Si vous retracez la chronologie de la curiosité hydraulique jusqu'à la fin du XVe siècle, vous trouverez les carnets de Léonard de Vinci, tachés d'encre et d'obsession. Il était hanté par le mouvement de l'eau. Tandis que ses contemporains regardèrent les rivières et n'y voyaient que des obstacles ou des voies de transport, Léonard y voyait un système circulatoire vivant. Il nota avec des détails méticuleux, presque fiévreux, comment l'eau pouvait défier le poids écrasant de la gravité lorsqu'elle était confinée dans des tubes étroits ou des matériaux poreux. Il la regarda grimper les fibres d'une mèche de tissu dans une lampe à huile et posa la question dangereuse. Comment? Il n'avait pas le microscope électronique pour voir le réseau moléculaire, mais il comprit la vérité fondamentale que l'eau possède une volonté propre, collante et grimpante. Avançons rapidement jusqu'au XIXe siècle, et nous rencontrons Julius von Sachs, le titan de la botanique allemande, qui non seulement observait les plantes, mais démantelait leur physique même. En 1868, alors que la révolution industrielle était occupée à couvrir le monde de suie et de machines à vapeur, Sachs prouvait tranquillement que le transport de l'eau dans les plantes était purement physique, une mécanique passive ne nécessitant aucun battement de cœur biologique. Il démontra que le courant de transpiration était essentiellement un fil à haute tension de molécules d'eau, tendues par l'évaporation. C'était l'âge d'or de la compréhension, où le mécanisme était mis à nu, libre et ouvert. Mais quelque part entre la machine à vapeur et la puce de silicium, cette connaissance a été détournée. L'industrie a réalisé que si les gens comprenaient qu'une plante est simplement une mèche sophistiquée, ils ne pourraient pas leur vendre la solution. Alors, ils ont pris les élégantes observations de Léonard et Sachs, les ont enfermées dans les archives de l'obscurité académique et les ont remplacées par une culture de dépendance qui traite le transport de l'eau comme un service que vous devez acheter, plutôt que comme une loi que vous pouvez manier. Dépouillons le mysticisme et regardons le bloc moteur. Quand vous voyez de l'eau grimper le long d'une ficelle contre l'attraction de la Terre, votre cerveau veut appeler cela de la magie. Ce n'en est pas. C'est une guerre violente
et silencieuse entre deux forces fondamentales, la gravité et l'électromagnétisme. Le phénomène est connu sous le nom d'action capillaire, mais ce terme est trop passif pour ce qui se produit réellement. Vous êtes témoin de l'adhésion et de la cohésion, les piliers jumeaux du moteur invisible. Les molécules d'eau sont dipolaires, elles sont électriquement déséquilibrées, possédant un côté positif et un côté négatif qui les rend agressivement collantes. Elles veulent désespérément s'accrocher les unes aux autres, cohésion, et à d'autres surfaces, adhésion. Lorsque vous introduisez une ficelle de coton, qui est essentiellement un faisceau chaotique de fibres de cellulose, vous n'introduisez pas seulement une corde. Vous offrez à l'eau une énorme surface de territoire hydrophile qui aime l'eau. Les molécules d'eau à la surface du réservoir s'agrippent aux fibres de cellulose de la ficelle, comme un grimpeur s'agrippant à une paroi rocheuse. C'est l'adhésion. Mais elles ne grimpent pas seules. En raison de leur nature cohésive, lorsqu'une molécule se hisse le long du treillis de la fibre, elle entraîne ses voisines avec elle, créant une chaîne continue et incassable. C'est l'échelle moléculaire. La ficelle agit comme un échafaudage, mais l'énergie provient du propre désespoir électrostatique de l'eau à se répandre. Elle défie la gravité, non parce qu'elle est légère, mais parce que le lien électromagnétique entre l'eau et le coton est plus fort que l'attraction gravitationnelle de la planète qui essaie de la faire descendre. C'est une pompe sans pièce mobile, alimentée par la géométrie même de l'univers. Entrez aujourd'hui dans n'importe quelle grande jardinerie, et vous entrez dans un piège conçu par des psychologues comportementaux et des gestionnaires de chaînes d'approvisionnement. Regardez l'allée de l'irrigation. C'est un sanctuaire de la suringénierie. Vous y verrez des rangées de minuteries numériques, d'électrovannes, de capteurs d'humidité compatibles Bluetooth et des kilomètres de tubes en PVC non biodégradables. Ils veulent que vous achetiez le système Smart Drip à $50, non pas parce qu'il fonctionne mieux, mais parce qu'il tombe en panne. C'est le principe économique de la fragilità, fragilité planifiée. Une minuterie numérique a un condensateur qui finira par tomber en panne. Une électrovanne a une membrane en caoutchouc qui se fissurera inévitablement. Chaque composant de cette boîte est une horloge à retardement comptant à rebours jusqu'à votre prochain achat. Ils ont marchandisé votre peur de la mort des plantes et vous l'ont revendue dans un emballage blister en plastique. Maintenant, considérez la ficelle capillaire. Elle n'a pas de carte de circuit imprimée à corroder. Elle n'a pas de batterie à fuir. Elle ne peut pas être briquée par une mise à jour logicielle. En fait, elle possède une qualité que Nassim Taleb appelle l'antifragilité. Elle fonctionne même mieux une fois qu'elle s'est installée dans son environnement. L'industrie déteste cela. Comment développer un modèle économique basé sur une pelote de ficelle qui coûte des centimes et dure des années? Vous ne le pouvez pas. Alors, ils l'enterrent. Ils remplissent les étagères de pointes d'arrosage qui se bouchent et de globes qui se vident en 1 heure, concevant délibérément des outils d'arrosage passifs qui sont inférieurs pour vous décourager, vous forçant à revenir à l'allée électronique à forte marge. Ils ne vous vendent pas d'hydratation. Ils vous louent un faux sentiment de contrôle, tandis que la vraie solution, la physique de la porosité, est moquée comme primitive ou amateur pour maintenir le flux de revenus. Maintenant, nous exécutons le protocole du réservoir. Ne confondez pas cela avec le simple fait de remplir un seau. Dans notre système, le récipient d'eau n'est pas une unité de stockage, c'est une batterie gravitationnelle. Vous accumulez de l'énergie potentielle. Pour construire cela correctement, vous devez respecter la dynamique des fluides impliqués, ou votre système calera avant que la première goutte n'atteigne les racines. Premièrement, considérez la géométrie du volume.
Une plante d'intérieur standard en plein été peut transpirer son propre volume d'eau tous les quelques jours. Une tasse de thé est une insulte à la physique de la survie. Vous avez besoin d'un récipient dont la capacité dépasse le taux d'évaporation de l'environnement par un facteur de 3. Utilisez une bouteille d'1 gallon ou une bouteille en verre foncé. Pourquoi foncé? Parce que la lumière est le catalyseur des algues, la boue microscopique qui étouffera votre mèche. Si la lumière entre dans votre réservoir, vous construisez un marais, pas un système d'irrigation. Il est crucial d'aborder le verrouillage sous vide. C'est l'erreur fatale de l'amateur. Si vous scellez votre réservoir hermétiquement pour éviter les déversements, vous avez créé une contre-force. Lorsque l'eau quitte le récipient via la mèche, la pression interne chute. Si l'air ne peut pas entrer pour remplacer ce volume, la pression atmosphérique extérieure écrasera le flux, retenant l'eau en otage à l'intérieur du récipient. Vous devez percer un petit trou de décharge près du sommet ou laisser le couvercle légèrement entrouvert. Vous égalisez la pression, permettant à l'atmosphère de pousser l'eau vers le bas et dans la mèche. Sans cette égalisation, les lois de la physique se battront contre vous, et elles gagneront. C'est là que l'amateur échoue. Il croit que ficelle est ficelle. C'est une simplification excessive fatale. Vous sélectionnez une ligne de transmission pour un fluide, pas l'emballage d'un colis. Nous devons mener une analyse matérielle impitoyable. Sinon, votre système sera sec en 24 heures. Premièrement, identifiez et jetez la tromperie synthétique. Allez dans votre tiroir et jetez les rubans de polyester et les lacets en nylon brillant. Ces matériaux sont des polymères, des plastiques. Ils sont hydrophobes par conception. Ils repoussent l'eau au niveau moléculaire. Essayer de faire remonter l'eau avec une corde en nylon, c'est comme essayer de boire à travers une tige d'acier solide. L'eau pourrait s'accrocher superficiellement à l'extérieur en raison de la tension superficielle, mais le flux interne, la pression artérielle dont vous avez besoin, est inexistant. Le seul matériau auquel vous pouvez faire confiance est le 100% coton. Pourquoi? Parce que le coton est de la cellulose. Ce sont les restes squelettiques d'une plante. Même morte, la fibre de coton conserve son architecture hydrophile. Elle est en nid d'abeille avec des tubes microscopiques conçus par l'évolution dans le seul but de transporter l'eau du sol vers le ciel. Lorsque vous utilisez du coton, vous ne piratez pas la nature. Vous réactivez une machine biologique. Cependant, vous devez être vigilant contre le étranglement. Un fin morceau de ficelle ou de fil à coudre manque la capacité volumétrique de soutenir une plante mature. C'est une paille quand vous avez besoin d'une lance à incendie. Vous avez besoin d'une corde à linge en coton tressé en diamant, d'au moins 1/4 de pouce d'épaisseur. Ce tissage spécifique empêche les fibres de se comprimer sous leur propre poids lorsqu'elles sont mouillées. Maintenant, les voies ouvertes, requises pour un flux à grand volume. Et un avertissement sur la longévité. Parce que le coton est organique, il obéit aux lois de la décomposition. Il finira par pourrir. Ce n'est pas un défaut, c'est la preuve de son authenticité biologique. Inspectez vos lignes de transmission chaque saison. Si la ligne est noire et gluante, la physique a été compromise par la biologie. Remplacez-la. Vous avez votre réservoir et votre ligne de transmission, mais si vous les placez simplement sans comprendre la variable gravitationnelle, vous risquez de noyer votre plante ou de l'affamer. C'est là que vous devenez l'ingénieur. Vous êtes sur le point de calibrer le débit de votre système en utilisant uniquement le positionnement vertical. Dans le monde de la dynamique des fluides, la hauteur est de l'énergie. En ajustant l'élévation de votre source d'eau par rapport à la plante, vous tournez essentiellement un bouton de volume sur l'alimentation en hydratation. Considérez la physique de l'effet siphon.
Si vous placez votre réservoir au-dessus du niveau du sol de la plante, la gravité devient un agresseur. Elle s'associe à l'action capillaire pour forcer l'eau à descendre la ligne. Cela crée une alimentation à haute pression, un état d'inondation. C'est utile pour la réhydratation d'urgence d'un spécimen flétri, mais dangereux pour les soins à long terme, car cela peut saturer le sol et faire pourrir les racines. Vous gavez la plante. Pour atteindre l'équilibre autonome, vous devez placer le réservoir en dessous, ou au même niveau que la plante. Maintenant, la gravité travaille contre le flux d'eau. L'eau doit gravir la colline. Cela introduit une résistance que l'action capillaire doit surmonter. C'est le point idéal. En abaissant le réservoir, vous augmentez le travail nécessaire pour déplacer le fluide, ralentissant le débit à un filet qui correspond au rythme de boisson naturel de la plante. Vous réglez le système. Si le sol est trop sec, montez le seau de quelques centimètres pour augmenter la pression hydrostatique. S'il est trop humide, abaissez le seau pour augmenter la traînée gravitationnelle. Vous n'arrosez pas seulement une plante, vous programmez une équation de dynamique des fluides en temps réel, en utilisant la position d'un bocal pour dicter la vitesse de survie. Nous avons discuté de la physique de la ficelle. Nous devons maintenant affronter la biologie de la racine. Le complexe agricole moderne traite une plante comme un seau à remplir, pompant des litres d'eau dans le sol selon un calendrier rigide, dicté par une puce électronique. Cela crée un cycle violent connu sous le nom de déluge et sécheresse. Lorsque la minuterie sonne, les racines sont noyées, haletant pour l'oxygène dans un marais de boue. 12 heures plus tard, le sol cuit, et les fines radicelles, les principales pailles à boire de la plante, se flétrissent et meurent de dessiccation. Ce n'est pas de l'hydratation, c'est de la torture. La plante dépense la moitié de son énergie à réparer les dommages causés par votre système intelligent. La ficelle capillaire introduit un changement biologique radical, la réponse autonome. Dans ce système, l'eau n'est pas poussée, elle est tirée. La force motrice n'est pas une pompe, mais la plante elle-même. Lorsque l'eau s'évapore des feuilles, transpiration, cela crée un vide de pression négative qui descend la tige et pénètre dans les racines. Cette aspiration tire l'eau du sol, ce qui à son tour tire l'eau de la ficelle. Si le soleil est chaud et que la plante a soif, la physique s'accélère et la ficelle délivre plus de flux. S'il fait nuageux et frais, la plante cesse de boire et le flux s'arrête. La ficelle écoute la plante d'une manière qu'une minuterie numérique ne pourra jamais. Ce gradient d'humidité constant et à faible tension déclenche un phénomène appelé hydrotropisme. Parce que la source d'eau est constante mais non écrasante, les racines ne restent pas superficielles et paresseuses comme elles le font dans les pots arrosés par le haut. Au lieu de cela, elles chassent. Elles sentent la densité d'humidité et se développent vigoureusement vers la mèche, construisant une architecture racinaire dense et fibreuse qui est largement supérieure au système faible développé sous irrigation standard. Vous n'arrosez pas seulement la plante, vous la dressez à être une athlète. En redonnant le contrôle à l'organisme, vous éliminez le choc de l'inondation et la terreur de la sécheresse, permettant à la plante de diriger son énergie vers ce qui compte: la croissance, la défense et les fruits. La physique est absolue, mais le monde réel est chaotique. Même ce système élégant est soumis à la deuxième loi de la thermodynamique, l'entropie. Les choses se désagrègent. Si vous traitez cette configuration comme configurer et oublier, vous échouerez. Vous devez anticiper les 3 tueurs silencieux du flux capillaire. Le premier est l'artériosclérose, ou dans ce cas, la cristallisation des sels minéraux. Votre eau du robinet n'est pas de H2O pur. C'est un cocktail de calcium,
de magnésium et de chlore. Lorsque l'eau remonte la mèche et s'évapore de la surface du sol, elle laisse ces minéraux lourds derrière elle. Au fil des mois, ils s'accumulent dans les fibres du coton, comme le cholestérol dans une artère, formant une croûte dure et blanche qui bloque physiquement l'échelle moléculaire. Si vous voyez la mèche devenir blanche et rigide, le flux a été étranglé. N'essayez pas de la nettoyer. La ficelle coûte des centimes. Coupez-la et remplacez-la. Le deuxième ennemi est le détournement biologique, communément appelé algues. Si vous avez ignoré le protocole concernant l'utilisation de réservoirs opaques, la lumière frappe votre eau riche en nutriments. Cela déclenche une prolifération de vie microscopique qui transforme votre source de carburant en une boue verte. Cette boue enrobe les fibres de coton, détruisant leurs propriétés adhésives et étouffant l'échange d'oxygène. Si votre eau devient verte, vous n'irriguez plus, vous infectez. Rincez le système avec du peroxyde d'hydrogène et enveloppez immédiatement votre réservoir dans du ruban adhésif ou du papier d'aluminium. Enfin, vous devez respecter le amorçage. Si vous laissez votre réservoir se vider complètement, la chaîne de cohésion se brise. Le coton sèche. Voici le piège. Le coton sec est souvent initialement hydrophobe. Il résiste aux réhumidifications en raison de la tension superficielle et des poches d'air piégées profondément dans la tresse. Vous ne pouvez pas simplement remplir le bocal et vous attendre à ce que l'eau remonte immédiatement une corde complètement sèche. Vous devez réamorcer manuellement le moteur. Retirez la ficelle, submergez-la complètement dans un évier, pressez l'air comme une éponge et réinstallez-la imbibée d'eau. Vous rétablissez manuellement le pont hydraulique que la négligence a détruit. Vous avez maintenant vu le plan. Nous avons voyagé des carnets poussiéreux, de Léonard de Vinci, au réseau moléculaire à haute tension d'une fibre de coton. Vous comprenez maintenant que l'industrie agricole de 400 milliards de dollars repose sur votre ignorance de la physique de base pour vous vendre des substituts plastiques aux lois naturelles. Ils veulent vous faire croire que les soins nécessitent de l'électricité, que la subsistance nécessite un abonnement et que vous êtes impuissant sans leur intervention. Ils ont tort. Cette humble ficelle est bien plus qu'une simple méthode d'irrigation. C'est une déclaration d'indépendance. C'est un rejet de l'idée que la technologie doit être complexe pour être efficace. C'est un retour à la science invisible qui régissait le monde bien avant que le premier circuit imprimé ne soit soudé. En choisissant la mèche, vous ne reculez pas dans le passé. Vous vous déplacez de côté, hors de la boucle consumériste et dans un royaume d'autonomie antifragile. Vous échangez l'anxiété de la maison intelligente contre la fiabilité silencieuse et implacable de l'effet capillaire. Alors, voici la question finale, celle que l'industrie craint le plus. Continuerez-vous à être un consommateur passif d'appareils liés au réseau et au centre de jardinage? Ou deviendrez-vous un maître du monde physique? Les matériaux sont déjà chez vous. La physique est déjà dans l'air qui vous entoure. Le choix vous appartient. Marchez vers cette minuterie coûteuse et bourdonnante, débranchez-la et coupez le cordon de la dépendance. Laissez le silence revenir dans votre jardin. Faites confiance à l'eau. Faites confiance à la ficelle. Faites-vous confiance.